Donc voici le tableau périodique des éléments. Alors il comprend toute une série d'atomes, 92 atomes naturels, et Mendeleïev les a classés par ordre croissant de leur masse, et il les a regroupés. Il est allé à la ligne chaque fois pour regrouper en famille des atomes qui avaient les mêmes caractéristiques. Alors il y a les alcalins dans la famille 1A, alcalino-terreux, terreux, etc. Et donc on va nous regarder justement ces trois premières colonnes, les colonnes des métaux. Après, il y a les non-métaux et les gaz rares. Mais les métaux sont dans les colonnes 1A, 2A, 3A. Donc les alcalins, les alcalino-terreux et les terreux. Ceux qui, selon Lewis, sont représentés par 1 point, 2 points et 3 points. Cette colonne-ci, cette colonne-là. Et aussi toutes les familles B. Toutes les familles B qui, elles, ont aussi 1 ou 2 électrons dans la dernière couche. Donc la représentation de Lewis, ces points, représente en fait les électrons dans la dernière couche. Donc si vous avez un point, ça veut dire que dans la dernière couche, ici, à chaque fois, dans le dernier petit chiffre, ici, vous avez un 1. Alors les métaux, comme le sodium par exemple, sont des éléments brillants, solides, malléables. Ça veut dire qu'on peut les plier. Et ils ont une tendance à réagir, surtout les alcalins, ceux de la première colonne. Ils réagissent. C'est-à-dire que si vous laissez un métal à l'oxygène et à l'eau, il va s'oxyder. Ils réagissent, pour les alcalins en tout cas, avec l'eau, ils réagissent avec les acides. Et donc ces métaux ont une forte tendance à réagir, une forte tendance à former des molécules avec l'oxygène ou d'autres choses, parce qu'ils sont instables. Donc leur petit électron, représente le point de la représentation de Lewis à côté, a tendance à partir, à réagir avec tout ce qui passe quelque part, tous les atomes qui le veulent. Et donc l'atome est peu stable, et donc il va perdre un électron pour donner l'ion stable, qui lui n'a plus cette tâche, n'a plus ce point. Et si vous partez avec un magnésium, par exemple, vous allez avoir aussi quelque chose de solide, brillant, malléable, etc. 2 points, lui va perdre 2 électrons pour former son ion stable et donner du Mg++, comme tous ceux de sa colonne, tous ceux de sa famille. Le beryllium va donner des 2+, le calcium, etc. Et si vous allez dans la troisième colonne, l'aluminium, lui, il a 3 tâches à perdre, et donc lui, il va avoir tendance à former des ions stables à 3 charges. Alors, c'est plus difficile pour les métaux de transition. Alors, parfois, ils en ont plusieurs, comme le fer. Si on vous parle du fer 2, ben, c'est qu'il a tendance à... Enfin, c'est celui qui a 2 charges plus. Si on vous parle du fer 3, l'ion fer 3, c'est celui qui a 3 charges plus. Alors, pour ce qui est de l'argent ici, lui, il n'a qu'une seule valence, donc il faut la connaître. Et l'argent a tendance à faire des ions une seule fois positifs. Il est dans une colonne 1B, un électron dans la dernière couche. Le zinc, lui aussi, n'a qu'une seule valence, mais lui, dans une colonne 2B, 2 électrons dans la dernière couche, lui avoir tendance à faire des ions 2+. Donc sa valence est de 1 pour l'argent, de 2 pour le zinc. Donc les métaux ont tendance à faire des ions positifs. Alors c'est quoi être un ion positif? C'est avoir perdu des électrons. Et pourquoi est-ce que les métaux font cela? Mais pour vider leur dernière couche et reculer d'une case dans le tableau périodique et se retrouver ressemblant aux gaz rares. Alors, avec qui ont-ils échangé ces électrons? Qui va récupérer ces électrons? Donc, s'ils sont avec d'autres métaux, dans des clés en fer, dans les fils de cuivre, ils vont tous se retrouver sous forme ionique et leurs électrons seront libres dans le matériau. C'est pour ça que ces métaux purs ou en alliage conduisent le courant. Ils ont des électrons libres. En chimie, on ne va pas trop travailler avec la métallurgie, les métaux, on va travailler avec les sels. Alors les sels, c'est un métal et un non-métal. Donc vous prenez quelqu'un qui a envie de donner ses électrons, tous les métaux ici, tous ceux-là, sauf l'hydrogène et le bore, et vous le mettez en contact avec quelqu'un qui a envie de prendre des électrons, tous les non-métaux qui sont situés par ici, et vous allez obtenir un sel, métal, non-métal. Donc le plus simple des sels est le chlorure de sodium, celui avec lequel on sale les frites. Donc, il est fait de Na et de Cl. En fait, le Na sous forme atomique avait 1 électron, le chlore sous forme atomique avait 7 électrons. Dans cette colonne-ci, le chlore, un halogène, un non-métal, le sodium donne son électron, devient du Na+, et le Cl prend ces fameux électrons et se retrouve avec 8 électrons autour de lui, donc bouche ce trou-ci, et devient une fois négatif. Donc dans la molécule de chlorure de sodium, qui est solide, oui, pardon, mais qui n'est pas brillant, qui n'est pas malléable,
c'est cassant, un sel, vous savez faire des petits cristaux. Donc vous avez en fait des liaisons ioniques, le sodium, le chlore, je voulais faire un moins, le sodium, le chlore. Toutes ces ions sont en fait liés entre eux par des attractions électrostatiques entre plus et moins. Et donc vous avez quelque chose ici qui contient des liaisons ioniques. Liaisons ioniques. Alors dès que vous allez mettre ce sel solide, comme toutes les molécules qui contiennent un métal seront toujours solides au départ, si vous le mettez dans l'eau, vous allez dissocier, vous allez faire une dissociation. Les ions qui sont présents à l'intérieur du sel vont se répartir partout dans l'eau et vont se retrouver en solution, donc sous forme des ions qui étaient déjà dans la molécule ici, mais cette fois-ci ils sont dispersés. Et vous allez avoir du Na+, Cl-, Aq. Alors ça c'est pour le sel le plus simple, hein. On va se retrouver avec du Na, du plus avec une couronne d'hydratation, c'est ça que ça signifie, Aq. Donc tout ceci ce sont des molécules d'eau qui tournent leur partie positive ou négative d'une certaine façon par attraction électrostatique. Donc les ions en solution se séparent les uns des autres. Donc si par exemple vous avez du K3PO4, donc du phosphate de potassium, si vous mettez ça dans l'eau, donc comme tous les sels ce sera solide, vous allez avoir 3 K+. Chacun des K+, chacune des petites boules plus qui entouraient les phosphates vont vivre leur chemin, et du PO4 qui vit son chemin aussi. Alors à l'intérieur du PO4, il n'y aura jamais de séparation entre le P et chacun des oxygènes, parce qu'il y a ici des liaisons covalentes, le phosphore et l'oxygène. Le phosphore et l'oxygène ne sont pas des métaux, donc ils sont des molécules, enfin des atomes qui vont faire des liaisons covalentes. Alors si par exemple vous avez du CA2, non CA3, PO3 deux fois, vous allez aussi séparer les 3 calcium avec leurs 2 charges, puisque le calcium est dans cette colonne-ci, et avoir les 2 phosphites, moins. Et donc en fait, comment est-ce qu'on connaît les molécules, enfin les formules des sels? On prend la valence du métal, la valence du groupement. Ici, il faut connaître par cœur les valences des groupements et on les croise. Donc il faut 3 calcium et 2 phosphites pour avoir une molécule neutre de sel solide, et si vous le dissociez, vous avez tous les ions qui se retrouvent en solution de cette façon-ci. Alors imaginons qu'on met en solution 1 mole de sel, mais on aura 3 moles de calcium et 2 moles de phosphite. Donc si vous mettez 0,1 mole, vous avez 0,3 mole et 0,2 mole. Et si vous mettez ça dans 1 litre, vous avez des concentrations qui vont être comme ça, différentes. Donc les concentrations du sel donnent des morceaux de sel, parfois beaucoup plus nombreux.